invité aujourd'hui est d'être avec professeur Marwan Mkwar pour ces débats de l'IAS au sein de l'UM6P. Et je suis très heureux en fait de t'inviter, de pouvoir discuter avec toi. Donc Marwan Mkwar, tu es professeur à la York University de Canada. Tu as fait des études au Canada, d'abord un bachelor à l'UDEM, à l'Université de Montréal. Ensuite, je pense que tu as fait une PhD, une thèse de doctorat à la McGill University sur des questions que nous allons aborder aujourd'hui, portant sur la question bien sûr de la répression au nord d'Afrique, mais aussi la question des processus démocratiques, si je ne me trompe pas. Et tu as également, tu es l'auteur de plusieurs ouvrages maintenant. On parle principalement de Protest and Mass Mobilization, Authoritarian Collapse and Political Change in North Africa, que tu as sorti en 2016 à Routledge. Tu es aussi l'auteur d'un bouquin qui vient de paraître en 2025, donc Doing the Research as a Native, a Guide for Fieldwork in Illiberal and Repressive States. Un ouvrage passionnant qui redresse, et on va en parler, qui revient en fait sur l'expérience du travail anthropologique et sociologique des chercheurs locaux et qui met en fait en évidence ces débats en fait entre faire de la recherche quand on vient en fait du nord et faire de la recherche quand on vient du sud. En fait, on va parler de l'ensemble de ces questions, mais avant tout, j'aimerais revenir avec toi sur ton propre itinéraire d'abord d'étudiant et ensuite de chercheur. Et si tu peux en fait nous présenter rapidement cet itinéraire commencé au Canada et coïncidant avec l'année de 2011 qui a sans doute influencé énormément tes travaux de recherche par la suite. Une année charnière, effectivement. Alors moi, j'ai fait un baccalauréat en sciences politiques à l'Université de Montréal en 2005. Je l'ai fini assez rapidement. Et en 2006, je ne savais pas trop quoi faire. Et un ami à moi m'a invité à venir le visiter à McGill et m'a proposé de m'inscrire au programme de sciences politiques. C'est ce que j'ai fait. Et puis je me suis retrouvé dans le programme, un peu par hasard. Et ça a été immédiatement un coup de foudre avec l'institution, avec les gens, mes collègues de McGill, mon superviseur qui a joué un rôle crucial dans mon parcours de recherche. Et donc j'ai poursuivi mes études, d'abord la maîtrise, ensuite le doctorat, sous la direction d'un superviseur soudanais, Khaled Madani, qui connaît très très bien le monde arabe, qui a une grande expérience de la culture, du rapport avec le gouvernement, de l'importance d'avoir un rapport apaisé entre le chercheur et les autorités locales dans les pays arabes, quelqu'un qui sait très bien parler et qui a énormément inspiré mon travail. Et donc, à McGill, pendant que je préparais mes examens de doctorat, 2011 est arrivé, donc avec tous les soubresauts que l'on connaît, d'abord en Tunisie, puis ailleurs, en Égypte, en Syrie, etc. Et à ce moment-là, je travaillais sur les mouvements islamiques en Indonésie. Mais je me suis retrouvé à passer toutes mes soirées scotché devant Al Jazeera à suivre ce qui se passait. Et j'ai décidé à la dernière minute de changer de fusil d'épaule et de me consacrer aux mouvements sociaux dans les pays arabes. Donc j'avais lu un article très intéressant qui portait sur les mouvements sociaux en Allemagne de l'Est en 1989. Et je me suis dit que je devais absolument vérifier si ce modèle qui avait été appliqué à l'Allemagne de l'Est pouvait l'être pour les pays arabes, qui connaissaient à ce moment-là des mouvements sociaux d'importance. Et donc voilà, donc je suis parti en Tunisie. J'ai parlé à toutes les personnes qui s'étaient impliquées dans les mouvements sociaux qui ont précédé la révolution tunisienne. Les familles également. Les familles également. J'ai parlé à la maman de Mohamed Bouazizi, par exemple. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que des petits actes de contestation grossissent dans certains cas et mènent à des actes de contestation plus grands des mouvements sociaux, alors que des actes de contestation similaires qui ont lieu dans la même ville quelques semaines auparavant ne mènent à rien. Pourquoi est-ce que Mohamed Bouazizi, qui s'est brûlé en décembre 2010, a mené à la suite d'événements que l'on connaît, et pas d'autres personnes qui se sont brûlées également en Tunisie, également dans des villes appauvries, sans que personne ne se soucie de leur... Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la recherche, d'abord en Tunisie, en Algérie et ailleurs.
Très passionnant parce qu'en fait, comme tu as évoqué la question des mouvements sociaux en 2011, et on sait que c'est une question également qui concerne non seulement les pays arabes, mais également l'Europe avec les indignés, les indignados, les mouvements de place, les mouvements d'austérité en Grèce. À ce moment-là, il y avait également le mouvement Printemps érable, si je ne me trompe pas, au Québec. Est-ce que c'est un mouvement qui a aussi inspiré tes recherches ou bien en fait très rapidement tu t'es dit que c'est dans le monde arabe que ça se passe et il faudrait peut-être beaucoup plus supporter et suivre au niveau de la recherche ces mouvements dans le Sud? Alors, lors de mon travail de terrain en Tunisie, en Algérie, j'ai été très impressionné par le courage des militants que j'avais rencontrés. Je me rappelle avoir interviewé Lina Benmahni, qui a été dont une des interviews au tout début de la Révolution, alors que j'étais encore un étudiant doctorat à Montréal, m'avait vraiment inspiré. Je l'avais vu et son courage. Elle avait pris, je me rappelle, c'était les tout premiers jours de la Révolution tunisienne, la police était en train d'attaquer les manifestants. Un régime extrêmement autoritaire, dur, qui était celui du président Ben Ali avant la Révolution. Et Lina Benmahni qui décide de prendre sa caméra et de partir à Sidi Bouzid, filmer ce qui se passait. Et je me rappelle, son témoignage m'avait marqué. Et par la suite, ayant parlé à des militants en Tunisie, en Algérie, ailleurs, très courageux, en fait, je me suis senti très attiré par ce milieu de l'activisme, du militantisme. J'ai rencontré des gens d'une équité, d'une probité incroyable. Et ça a absolument marqué. Et ça a transformé un peu les choses que je trouve importantes aujourd'hui, ou moins importantes, incluant par exemple la mobilisation étudiante à Montréal. D'accord. En fait, c'est très important ce que tu dis, notamment le fait de mettre beaucoup la focale sur les individus, sur les agents, sur les gens en soi. Et très rapidement, une critique pourrait être adressée et les structures dans ça, c'est-à-dire en fait les organisations. Est-ce qu'à ce moment-là de 2011, à ton avis, il y avait quelque chose de l'ordre d'une subjectivité militante liée à des individus, à des petits actes qui ont remis en cause en fait les grands discours, le socialisme, le panarabisme, le communisme, l'islamisme, portés le plus souvent par des structures organisationnelles, le parti, le syndicat, ou à ton avis, à ce moment-là, en menant ces recherches, est-ce qu'il y avait des interactions entre les gens qui se découvrent militants, les socialisations permettant à ce que des gens en fait, puissent remettre en cause des grandes structures de pouvoir, et en même temps une complémentarité ou bien un lien avec les organisations, ou au contraire, pour toi, c'était vraiment les gens qui se mobilisent par leurs propres moyens? Alors c'est évidemment un mélange des deux. Alors le côté structurel est très important. Pour que les gens se mobilisent, il faut qu'il y ait des facteurs structurels importants qui les poussent à se mobiliser. Mais les questions du timing, les questions des différences de lieux de démarrage de mouvements sociaux sont, à mon avis, en tout cas c'est ce que ma recherche a montré, profondément liées à des considérations locales qui concernent d'abord et avant tout des agents influents dans leur contexte socio particulier. Donc le principal avantage de ma thèse de doctorat, ça a été de comparer deux cas de figure. Donc le cas de Sidi Bouzid, où Mohamed Bouazizi s'est brûlé, et où les syndicats se sont mobilisés autour de cet acte de désespoir, et la ville de Monastir, où quelques mois auparavant, un autre jeune homme qui répond au nom d'Abdeslam Trimesh s'était également immolé devant le siège du gouvernorat local, qui avait provoqué une grande commotion au niveau de Monastir, mais qui n'a pas grandi de la même façon que l'incident Bouazizi avait grandi. Et la raison pour laquelle l'incident de Monastir n'a pas pu gonfler, si je peux me permettre l'analogie, c'est parce que le syndicat local, qui était très dépendant du travail du tourisme, ne voulait pas capitaliser cet événement. Donc ce que j'ai pu montrer, c'est que les élites locales, dans n'importe quel milieu, observent leur environnement. Cet environnement a toujours des actes qui sont potentiellement porteurs de mouvements sociaux. Et ce sont ces acteurs, ces élites intermédiaires, qui décident pour des raisons qui leur sont propres, des calculs économiques, politiques, culturels,
d'exploiter un incident à une joncture particulière ou de ne pas l'exploiter. Dans un cas du Bouzid, le syndicat local de l'UGTT a décidé d'exploiter cet incident pour des considérations locales. Le syndicat était en opposition contre le syndicat national, était très en colère contre l'État, alors qu'à Monastir, le même syndicat de l'UGTT a décidé au contraire de tout faire pour étouffer cet incident de mobilisation. Donc c'est un peu la comparaison entre les deux. D'accord. En fait, en t'écoutant parler, on voit déjà en fait un engouement, une participation, un ancrage en fait au niveau de ce qui s'est passé, ce qui est souvent le cas des gens quand ils viennent, des chercheurs, quand ils viennent en fait du Sud. Ce qui est vraiment très très rare quand il s'agit du chercheur venant du Nord, observé de manière souvent neutre, souvent les mots très bien choisis pour, disons en fait, ne blesser personne en fait dans le cadre de ce champ de la mobilisation, du lien avec le pouvoir. Donc le rapport au pouvoir est très important, mais en fait, en t'écoutant, on a ce sentiment que faire la recherche quand on vient du Sud sur des phénomènes dans le Sud, c'est une position de recherche très très particulière et tout à fait nouvelle en fait dans l'actualité ou bien dans le champ académique qui se forme en fait dans le Sud ou bien à travers les diasporas. J'aimerais en fait ici un peu faire cette transition pour parler de ton rapport au terrain en tant que chercheur natif ou bien semi-native, en fait, si on peut le dire, en menant des entretiens en Algérie, en Tunisie, sur la question de l'autoritarisme avant 2011 et aussi sur la question des mobilisations. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette position en fait particulière et qui diffère le plus souvent des ouvrages qui ont été rédigés sur ces questions et qui sont le plus souvent venus de chercheurs du Nord? Alors effectivement, mon travail de terrain en Tunisie, mais surtout en Algérie, m'a beaucoup fait penser en fait à ma propre positionnalité en tant que chercheur maghrébin au Maghreb. Donc au départ, j'avais une vision, une lecture très superficielle de mon rôle. Je me disais, voilà, je parle arabe, je suis familier avec les codes culturels locaux. Ce sont des avantages qui me permettent d'évoluer plus facilement dans ces milieux que, je dirais, des chercheurs européens qui font la même recherche, par exemple. Et puis je me suis retrouvé en Algérie, à l'aéroport, où j'ai été arrêté par les services de sécurité de l'aéroport algérien, qui ont confisqué mon passeport. Et j'ai eu très peur. Et pour la première fois, je me suis rendu compte que mon expérience ou mon identité de chercheur natif ou semi-natif venait aussi avec des défis, avec des difficultés qui lui étaient propres. Par la suite, quand je suis devenu professeur, quand j'ai commencé à superviser des étudiants, la plupart issus du Sud global, de la Libye, de l'Éthiopie, du Soudan, j'ai été de plus en plus amené à réfléchir à des questions de risque d'un point de vue que je n'avais jamais vu auparavant au sein de l'institution où j'avais étudié. Par exemple, l'un des premiers étudiants que j'ai supervisé était un étudiant éthiopien qui, la veille de son départ en Éthiopie, m'a dit que son oncle venait de se faire arrêter pour avoir commis des crimes ethniques en Éthiopie. Donc je me suis dit, mais comment peut-on laisser partir cet étudiant en Éthiopie alors que son oncle doit être connu dans son contexte local, a commis des crimes qui ont des conséquences assez importantes sur le tissu social? Comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité de cet étudiant? Mes collègues, en comparaison, ne semblaient pas être particulièrement préoccupés de cette question. Et c'est comme ça que graduellement, je considéré comme natif, en fait. C'était ça la question. Comme quoi, c'est quelque chose de secondaire. De secondaire, c'est pas important. Il vient de sa société, il connaît les risques, il ne partirait pas s'il se sentait en danger. C'était un peu ça l'approche, ou même un désintérêt complet de l'expérience du chercheur local ou de la chercheuse locale dans son environnement. Donc graduellement, j'en suis venu à identifier un ensemble de facteurs qui affectent les chercheurs natifs de façon absolument disproportionnée. Alors pour être tout à fait honnête, les chercheurs natifs et non natifs vivent, ou connaissent tous un ensemble de défis en commun. Alors, tous les chercheurs doivent gérer des questions de confidentialité des données, de protection des populations vulnérables, d'accès aux données, de gestion de rapports avec les autorités, etc.
Mais en plus de ces défis, qui affectent donc les deux groupes de chercheurs, les chercheurs natifs doivent gérer un ensemble, un large éventail de défis supplémentaires qui ne sont pas du tout couverts dans la littérature. Alors ça va de l'histoire familiale, comme j'en ai parlé, aux questions de race, aux questions de genre, ça va aux questions de rétribution étatique, donc de rapport de domination entre l'État et ses chercheurs locaux, qui est différent du rapport qu'entretient un État répressif, par exemple, avec des chercheurs étrangers, et aussi des questions d'exploitation, donc des chercheurs locaux qui se font exploiter par des collègues non natifs ou qui se font approcher par des services de renseignement, soit locaux, soit internationaux, qui se font utiliser. Et donc c'est comme ça graduellement que j'ai contacté ma collègue Kira Jumet de Hamilton College, qui a été très enthousiasmée par le projet. Et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer ce projet en invitant une vingtaine de collaborateurs ou de chercheurs locaux de pays comme l'Inde, le Tadjikistan, Cuba, le Nicaragua, le Vietnam, l'Ukraine, l'Irak, l'Égypte, pour les inviter à parler de leur expérience en tant que chercheurs locaux, mais aussi à partager des pistes de réflexion sur la meilleure manière de protéger ces chercheurs. Et c'est comme ça que cet ouvrage est né. Effectivement, l'ouvrage Doing Research as a Native, et c'est un ouvrage en fait qui est sorti chez Oxford Press, une maison prestigieuse. Et en même temps, j'aimerais en fait revenir sur les conclusions de cet ouvrage par rapport justement à l'exploitation subie, sentie par les chercheurs natifs dans leur vis-à-vis avec les machines de production de savoir universitaire à l'étranger. Et en fait, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle conscience chez une nouvelle génération de changer de route en fait par rapport à faire la recherche, non uniquement par rapport à l'exploitation, mais aussi sur les problématisations. On sait par exemple que par exemple, dans la problématique générale sur l'immigration, il y a énormément de chercheurs étrangers, européens, occidentaux qui travaillent sur la question sans laisser forcément de recommandations pour les pays qui sont en fait les premiers touchés, impactés par la question migratoire. Donc on parle de mort, on parle de disparition. En même temps, est-ce qu'il y a aussi une capacité, à ton avis aujourd'hui, ou bien une nouvelle conscience décoloniale pour penser une nouvelle manière de faire la recherche et de nouvelles problématisations, ou bien est-ce que tu constates aussi qu'il y a un déficit par rapport à la prise en charge de cette demande qui, le plus souvent aussi, monte au niveau des diasporas, des chercheurs en fait diasporiques. Est-ce qu'il y a une communication possible entre les chercheurs diasporiques et les universités dans le Sud, ou bien à ton avis on est encore dans le début de quelque chose qui aura beaucoup de temps à se concrétiser, et ton ouvrage, effectivement, sans doute participe à la montée de cette conscience. Alors c'est une excellente question, Montasser, en ce qui a trait à l'exploitation nord-sud, dans son ensemble. Il y a eu d'excellents ouvrages qui ont été écrits sur cette question. Alors je pense par exemple à l'excellent livre de Grimm, Saliba, Kohler et Lust, qui justement est l'un des rares à mettre le doigt sur cette hiérarchie du travail entre le chercheur souvent non natif, qui est basé dans des universités prestigieuses occidentales, et les chercheurs natifs, les petites mains de la recherche. Et en fait, ce que les chercheurs non natifs occidentaux font, c'est qu'ils s'approprient la partie noble, soi-disant, du travail de la recherche, la théorisation. Donc ils restent bien tranquilles, bien au chaud dans leurs institutions du Nord, et transfèrent tout le coût de la recherche, toutes les difficultés de la recherche sur le ou la chercheuse locale qui n'est censée que capturer les données locales. Et donc, alors que ce sont les petites mains de la recherche justement qui connaissent le plus grand nombre de risques, dont la santé mentale, la santé physique qui est affectée, qui connaissent le plus grand degré de difficulté avec l'État, des rétributions étatiques, des difficultés à naviguer leur société, qui portent le plus gros des coûts. Sans reconnaissance. Sans reconnaissance, si reconnaissance il y a. Alors, on a même entendu parler de cas où des chercheurs locaux génèrent des informations locales, des données,
qu'ils renvoient en Occident et qu'ils n'ont plus le droit d'accéder eux-mêmes. Ce qui est tout à fait choquant. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a toutes sortes d'autres formes d'exploitation qui n'avaient jamais été, à ma connaissance, étudiées auparavant. Par exemple, tout ce qui est exploitation par les services de renseignement ou les services de renseignement affiliés. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on est un chercheur nicaraguayen ou vietnamien ou cubain ou algérien et qu'on se fait approcher par une organisation américaine paraétatique comme le National Endowment for Democracy, qu'on sait aujourd'hui travailler pour les services américains, ou le European National Endowment for Democracy, qui est le même, qui est le versant européen du NED, ou USAID. Quelle stratégie peut-on offrir à ces chercheurs pour naviguer ces sollicitations, souvent douteuses, de la part de ces acteurs, de la part des ambassades, de la part de collaborateurs soi-disant bienveillants qui, au fond, ne veulent qu'exploiter ces chercheurs, etc. Donc ça, c'est un premier ensemble de défis. Mais il y en a d'autres, tout aussi importants, peut-être même plus importants. Alors, une question fondamentale qui affecte les chercheurs locaux, c'est que ces derniers sont intimement liés à leur environnement. Ils ne peuvent pas divorcer de leur environnement. Dans des pays comme l'Égypte, le Nicaragua, etc., ces chercheurs locaux vivent des situations absolument dramatiques, payent un coût absolument énorme pour pouvoir mener leurs recherches. Alors, par exemple, dans le livre, on a le témoignage d'un contributeur égyptien, Al-Khatib, qui, alors qu'il était en Égypte, s'est fait convoquer par l'ambassade égyptienne au Caire, s'est fait révoquer son visa, s'est fait révoquer sa bourse d'études, et ses parents ont été arrêtés, menacés, etc. Alors que, parce qu'il avait publié une recherche qui avait antagonisé les autorités algériennes. Même chose au Nicaragua. Une contributrice nicaraguayenne a partagé, par exemple, avoir vu sa sœur se faire fermer son restaurant par les autorités locales, alors qu'elle n'avait aucun lien avec la recherche de sa sœur, parce qu'elle avait publié quelque chose qui n'avait pas plu aux autorités locales. Donc le chercheur local est intimement lié, imbriqué dans ces considérations. Le chercheur étranger peut venir et partir. Certes, il peut avoir un lien émotionnel important avec son pays. Je ne veux pas sous-estimer cette dimension, mais au final, le côté personnel et professionnel est bien plus distinct, séparé pour le chercheur étranger qui ne l'est pour le chercheur local, pour qui ces considérations sont intimement liées, impossibles à départager. L'autre aspect, c'est l'aspect de genre. Alors un truc qui nous a vraiment marqué lors du workshop qu'on avait organisé pour ce livre, ça a été l'expérience des femmes contributrices, en tant que femmes. Alors un exemple absolument marquant, ça a été celui de notre contributrice algérienne, Hibaz Zerougui, un chapitre absolument excellent, où elle parlait de son expérience en Algérie. Et ce qu'elle disait par exemple, c'est que, ayant étudié à McGill, donc la même mission que moi, à Montréal, elle avait été bien préparée à travailler ou faire de la recherche de terrain en contexte autoritaire. Donc elle avait lu, elle avait suivi des workshops, elle avait fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir gérer tous les risques classiques. Comment gérer la police, les visas de recherche, etc. Mais ce qui lui est arrivé quand elle est arrivée sur place, avec sa famille en Algérie, c'est qu'elle s'est rendue compte que, d'abord, avant tout, son principal handicap, c'était le fait qu'elle était une femme. Elle ne pouvait pas faire 2 pas en dehors de chez elle sans se faire harceler. À tel point qu'à la fin de son terrain, elle a estimé que le sexisme, le harcèlement, la violence homme-femme en Algérie a été encore plus dur que l'autoritarisme de l'État algérien. Alors même que sa famille avait été impliquée dans des questions de militantisme compliquées. Donc c'est dire à quel point les femmes chercheuses de nombreux pays répressifs et libéraux payent un coût énorme pour la recherche qu'ils ou elles complètent dans leur terrain. Et enfin, le dernier éventail de recherche, c'est une question d'identité. Le chercheur local a une identité. Et le chercheur local, contrairement au chercheur étranger, est imbriqué dans des questions de loyauté ou de non-loyauté. Quasiment tous les chercheurs du livre ont admis, par exemple, avoir été forcés ou avoir été mis sous pression par le répondant pour exprimer une espèce de loyauté envers leur pays, pour relayer un point de vue à des observateurs étrangers. Donc une vraie pression psychologique pour que le chercheur local se comporte d'une certaine manière.
Donc un test de purité. On veut que le chercheur local prouve sa légitimité, alors qu'un chercheur étranger n'est souvent pas amené à le faire. L'autre, le pendant un peu, ça va être mon dernier point, l'autre pendant, l'autre difficulté, c'est les chercheurs locaux qui, au contraire, sont trop proches de leur terrain. Là encore, c'est une difficulté que beaucoup de chercheurs étrangers ne connaissent pas. Dans mon chapitre éthiopien, un chercheur éthiopien s'est senti si proche des expériences de ses répondants qu'il a même pensé prendre les armes contre le gouvernement. C'est dire à quel point la logique émotionnelle est difficile à naviguer pour les chercheurs locaux, qui encore une fois n'ont aucun guide pour faire sens de ces difficultés. D'accord, je suis tout à fait réceptif et d'accord en fait avec l'ensemble des points que tu soulèves et c'est énormément riche et ça montre en fait à quel point ce livre est aussi un espace de politisation d'un point de vue décolonial, de questions centrales en fait pour la recherche depuis une perspective du Sud et qui montre en fait à quel point les chercheurs sont exposés, sont aussi exploités et ces exploitations ne sont absolument pas prises en compte par les institutions dans le Nord. Donc c'est la question de la reconnaissance, l'absence de reconnaissance pour ces chercheurs. Et c'est pourquoi j'aimerais en fait finir cette discussion avec quelques recommandations que tu pourrais en fait faire ou bien des conseils à donner aussi au niveau de la responsabilité dans le Sud, c'est-à-dire la responsabilité à l'intérieur des ministères de l'enseignement supérieur, la responsabilité à l'intérieur des universités et des collectifs et des groupements de chercheurs dans le Sud, dans le soutien en fait des thèses que tu soulèves dans tes travaux. Quels sont en fait en gros quelques recommandations ou bien des perspectives de réflexion autour de cette question de manière à adresser aux politiques publiques? Effectivement, alors, il y a deux pistes de réflexion essentielles, parce que c'est ce que c'est au final. C'est des pistes de réflexion. Alors on parle de pays très différents, le Tadjikistan, Cuba, l'Ukraine, la Hongrie, le Nigeria. Ce sont des pistes de réflexion qui permettent à des chercheurs locaux partout dans le Sud global de réfléchir aux risques qu'ils ou elles encourent. Alors deux pistes principalement. La première, c'est évidemment de sensibiliser la communauté aux difficultés énormes que ses collègues rencontrent en particulier. Donc déjà, il faut en parler. Il faut que les organismes qui accordent des subventions, les directeurs de thèse, les publications comprennent qu'un chercheur local porte un poids qui est très lourd, et que c'est normal, par exemple, qu'un article prenne bien plus longtemps pour un chercheur local, pour être écrit, publié, etc., que pour un chercheur non local, qui parle anglais comme première langue, etc. Il faut comprendre un peu les difficultés particulières des chercheurs locaux et les valoriser en tant que tels. Donc c'est la première chose. L'autre approche un peu plus compliquée, c'est vraiment une remise en cause épistémologique de la signification de la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire être un chercheur local? Qu'est-ce que ça veut dire être un anthropologue pakistanais, par exemple, ou un sociologue cubain? Ce sont des questions importantes. Et une première piste de réflexion a été offerte par un collègue turc qui, à mon sens, est vraiment porteur de réflexion, qui recommande, et j'aimerais finir sur ce point, de privilégier encore une fois une approche lente de la recherche. Le chercheur local ne bénéficie pas des avantages que ses collègues dans le Nord ont, mais peut compenser ces difficultés en prenant son temps, en réfléchissant à la meilleure façon d'imbriquer sa recherche dans le contexte social, en ayant des meilleurs rapports avec le gouvernement, en ayant de meilleurs rapports avec les communautés locales et en pensant aux questions éthiques de façon beaucoup plus subtile. Merci beaucoup Marwan Moukwar, professeur à l'Université York de Canada, pour ce temps accordé à l'IAS et pour cet excellent débat. Et je te remercie beaucoup d'être parmi nous. Et ce soir, ce sera la conférence également, où on t'invite aussi à parler plus largement de ton livre et de cette recherche. Merci Montassé pour l'invitation.